BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour à cette heure-ci, les meilleurs experts crypto viennent à notre rencontre sur le plateau de BFM Business. Valentin Demey, bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Journaliste pour Cryptost. Jonathan Ascovici vient également de nous rejoindre. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Bienvenue, directeur général de Stackinsat, un Bitcoin maximaliste. On va à nouveau voir tout à l'heure ce que Bitcoin et la blockchain Bitcoin aussi d'ailleurs ont dans le ventre pour la suite. Et puis Laurent Pignot nous accompagne depuis Zone Bourse, depuis le Canada d'ailleurs. On traverse l'Atlantique et on va presque sur les bords du Pacifique. Vous êtes au bord du Pacifique d'ailleurs Laurent, sur le nord-ouest canadien. C'est bien ça? Exactement, bon. Un petit peu plus loin que la côte pacifique à Edmonton, mais pas loin. Ah d'accord, ouais. Plutôt dans l'intérieur quand même, voilà. À l'autre bout du monde. Tiens, de l'autre bout du monde, comment perçoit-on les évolutions actuelles sur les cours des cryptos, Laurent? On sent que Bitcoin a du mal à franchir des seuils techniques majeurs, on est même en train de repasser sous les 27 000 $ aujourd'hui. Quels sont les prochains seuils à surveiller pour nos auditeurs et téléspectateurs? Alors oui, effectivement, le Bitcoin naviguait depuis de nombreux jours autour de ces 27 000 $ et il passe aujourd'hui en dessous, au niveau des 26 650 $ actuellement. En revanche, il faut bien avoir en tête que ces 27 000 $ est un seuil technique important pour les acteurs du marché. D'ailleurs, depuis la mi-mars, le cours du Bitcoin rebondissait sur cette zone en tant que véritable frontière pour les forces vendeuses. Et on se retrouve désormais en train de voir le Bitcoin tester de nouveau cette frontière. On est même un petit peu en dessous. Alors, même s'il n'y a rien de catastrophique pour le moment, le Bitcoin tente tout de même ces dernières semaines en toile de fond à manquer de vigueur pour redonner des signes de relance haussière. D'ailleurs, sur les 4 dernières semaines, 3 ont été enregistrées en baisse, alors qu'une était seulement en hausse. Et d'ailleurs, même sur cette 5e semaine, pour l'instant, la tendance est à partir dans le rouge là aussi, même si rien n'est encore joué, évidemment. Alors, si jamais ce niveau des 27 000 $ est franchi durablement, comme la tendance aujourd'hui, le prochain support majeur se retrouve entre 24 500 et 25 000 $. C'est un niveau de prix qui représente finalement les sommets du cours du Bitcoin en août 2022 et en février 2023. Et cette zone pourrait finalement servir de frontière de liquidité pour repousser cette fois-ci les forces vendeuses dans un scénario négatif, effectivement. Et puis dans l'autre sens, déjà à très court terme, repasser au-dessus des 27 000 $ serait bienvenu. Et puis il faudra que le Bitcoin repasse par la suite au-dessus des 29 500 $, donc repartir à l'assaut de cette zone. C'est le niveau que le Bitcoin a échoué à franchir fin avril et début mai, et repasser au-dessus donnerait franchement de l'optimisme pour les acteurs du marché. Mais voilà, pour ce faire, il faudra peut-être que la conjoncture économique devienne un petit peu plus clémente pour les actifs risqués, et peut-être aussi un cadre plus clair et plus précis au niveau de la régulation pour les crypto-monnaies de l'autre côté de l'Atlantique, justement. Vrai martingale en l'occurrence. On rappelle, ces seuils techniques que vous évoquez ne constituent pas les conseils en investissement. C'est votre regard technique sur les seuils tels que vous les percevez. Et à ceux qui nous suivent, on rappelle bien sûr que les cryptos, c'est de l'ultra-diversification. Ça reste bien sûr très, très, très volatile. Sur l'Ether, quel potentiel par rapport au Bitcoin? On voit l'Ether lui aussi circuler là, sous les 1800 $ cet après-midi. Alors là aussi, sur l'Ether, c'est un peu le même combat que pour le Bitcoin. Il teste là aussi une zone importante autour des 1800 $. Il est un petit peu au-dessus. Alors il a du mal là aussi à donner des signaux haussiers pour le moment. Repasser durablement sous ces 1800 $ pourrait bien emmener l'Ether sur une zone technique importante en dessous, qui sont les 1700 $. En revanche, dans l'autre sens, c'est vraiment repasser 100 $ au-dessus, au niveau des 1900 $, qui a fait office de résistance déjà en avril. Et il faudra que l'Ether repasse au-dessus pour donner des signaux haussiers sur l'Ether. Et malheureusement, on passe sous les 1800 cet après-midi à 1797 sur l'Ether. Merci de nous avoir accompagnés. Laurent Pignot depuis les bureaux de Zone Bourse dans le nord-ouest canadien. Et l'avenir, de quoi sera-t-il fait et composé? Il se construit jour après jour l'avenir. Et Sciences Po, tente à son tour d'adopter ou d'utiliser des blockchains pour préparer la future présidentielle. Dessine-moi un vote à la présidentielle à base de blockchain. C'est un peu le projet de Sciences Po. C'est effectivement l'une des grandes interrogations sur lesquelles planchent les élèves depuis quelques mois et qui s'est incarnée hier en présentation publique dans le cadre d'une initiative qui est assez connue à Sciences Po, qui est l'incubateur des politiques publiques. L'objectif, c'est de faire en sorte que des étudiants réfléchissent sur des cas concrets de l'usage de la démocratie ou des nouvelles technologies et essayent de porter de nouveaux projets qui pourraient améliorer, dans le cas concret, les usages des arcanes du pouvoir qu'ils devraient, dans les prochaines années, incarner après leur sortie de Sciences Po. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, il y a un projet
qui a attiré l'attention un peu du secteur des actifs numériques et de la blockchain, qui s'est déjà vu un petit peu dans certaines expérimentations des votes sur blockchain, mais qui là a été imaginé effectivement pour des votes à grande échelle, un projet qui s'appelle Mon Porte-Voix. Alors évidemment c'est un projet étudiant, mais c'est quand même intéressant de le voir arriver jusque dans Sciences Po, avec le soutien de certains ministères et de certaines personnes assez importantes dans les arcanes du pouvoir aujourd'hui en tant que mentor de ce projet, qui a pour objectif d'aller chercher les personnes qui ne vont pas voter par manque de transparence, par difficulté de voyager également, puisque le vote par correspondance, il faut quand même, nous dit le projet, aller physiquement à la police nationale, faire valider son identité. Donc ça pose des problèmes pour ceux qui ont des difficultés de déplacement également. Et bien de faire tout ça sur blockchain pour aller draguer donc les 6,5 millions d'électeurs mal inscrits ou abstentionnistes involontaires. À voir quelle vision prend ce projet, mais c'est amusant. Ça serait sur Cosmos, donc une blockchain qui pourrait être publique. Ça dépend de ce qu'on fait avec Cosmos, qui permet de créer des hubs et des blockchains interconnectés et interopérables. En tout cas, voilà, c'était très intéressant de voir ces étudiants plancher sur ce projet pour résoudre une problématique dans l'air du temps et qui peut-être, si c'est bien fait, sera intéressante. Le vote sur blockchain, c'est une vraie problématique. Certains crient au scandale, il ne faut surtout pas y aller. Allez continuer d'aller dans les bureaux de vote physiques, porter votre voix. D'autres estiment que c'est dans tous les cas la direction dans laquelle on va. Et le vote numérique doit donc impérativement être sur blockchain s'il doit être numérique, blockchain public. À voir. En tout cas, c'est déjà arrivé jusqu'à Sciences Po avec ce projet Mon Porte-Voix. Ouais, Jonathan, et ce serait sur Cosmos, donc c'est bien, intéressant. Bon, écoutez, j'ai pas vraiment de commentaires par rapport à ça. On le provoque parce qu'il est plus Bitcoin, lui. Voilà. Tout ce qui vient tenter de concurrencer Bitcoin le gratte. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Le carnet du jour. Vous savez ce que c'est le carnet du jour d'ailleurs, Valentin? Le carnet du jour? Non, dites-moi. Voilà. C'est là où sont annoncés dans la presse, dans les journaux, les naissances et puis aussi les décès. Enfin, c'est pas de votre génération, on est d'accord. Eh bien, le carnet du jour, c'est aujourd'hui, alors ça aurait pu être l'avis de naissance, là, la blockchain dont vous nous parliez, que Sciences Po expérimente en vue de la présidentielle. Mais on a aussi un avis de décès. Et là, c'est plus triste. Un avis de décès dans l'écosystème BlockFi prévoit de liquider sa plateforme, de s'auto-liquider en fait, pour rembourser ses créanciers. Et même après cette auto-liquidation, pas sûr que les clients soient remboursés intégralement. Pas sûr du tout, effectivement, que les clients retrouvent le 1,5 milliard perdu par BlockFi, perdu dans cette application qui permettait, dans la finance centralisée, décentralisée, la CDFI, de générer de manière centralisée des rendements sur ces actifs numériques et qui a subi 2 grosses tempêtes ces derniers mois. La première, c'était l'effondrement, il y a un peu plus d'1 an désormais, du fameux stablecoin de l'écosystème Terra Luna, l'UST, qui s'est effondré à $0, emportant plus de 30 milliards de dollars d'actifs avec lui dans sa chute. Et puis la deuxième grosse tempête, c'était FTX, en mettant entre les deux la faillite du fonds d'investissement Three Arrows Capital, qui était très exposé à l'écosystème Terra Luna, rappelez-vous. Bref, c'est nos démons de l'écosystème de l'année passée. La nouvelle année s'est ouverte et pour l'instant il y a un peu moins de bousculement, donc on se doutait que BlockFi avait des difficultés. Ils cherchaient des repreneurs. Ils n'ont pas trouvé à la hauteur de leurs attentes pour couvrir le trou d'1,3 milliard. Il y avait effectivement 1 milliard qui avait été prêté au fonds singapourien Three Arrows Capital, qui sont donc perdus. Et puis il y a le delta qui avait été positionné chez FTX et qui est de nouveau perdu. Donc, autoliquidation pour essayer de retrouver ce trou et rembourser au mieux les utilisateurs. Effectivement, on n'est pas certain que ça couvre l'entièreté, mais ça pourra en moins en couvrir une partie. Et pendant ce temps, la blockchain Bitcoin s'ouvre de plus en plus. Ça, c'est vraiment un fait marquant du moment. On va s'apesantir, j'allais dire. En tout cas, on va s'installer dans cette thématique de la blockchain Bitcoin puisqu'elle est envahie de nouveaux tokens et nouvelle nouveauté, en quelque sorte, Bitcoin accueille désormais aussi le smart contract d'Uniswap. Oui, alors ça, c'est effectivement, on pourra en échanger et voir la vie cette fois-ci de Jonathan, qui sera probablement un peu plus intéressante que celle sur Cosmos. Mais c'est vrai que ça n'apportait pas de valeur ajoutée sur Cosmos. Depuis toujours, depuis toujours sur Ethereum, il y a effectivement l'application Uniswap qui permet de faire des échanges entre tokens. On sait qu'Ethereum est une application décentralisée, une blockchain qui a la particularité de créer et de supporter ces tokens que n'importe qui peut créer à partir d'un smart contract. Mais ce n'était pas le cas sur Bitcoin. On en a déjà parlé un peu de cette historique. Oui. Il y a plus de 20 000 tokens qui ont été créés sur Bitcoin ces derniers mois, suite à une mise à jour pas si récente, mais quand même qui permettait justement de créer, malgré elle, des tokens sur la blockchain Bitcoin. Mais ça restait des actifs qui ne s'échangeaient qu'en pair à pair. C'est-à-dire qu'il fallait, Guillaume, qu'on échange ensemble sur WhatsApp pour trouver un accord. Il n'y avait pas d'endroit centralisé pour le faire. Eh bien, soit, désormais, c'est possible. Des développeurs se sont amusés à récupérer le contrat d'Uniswap, qui est un échange décentralisé sur Ethereum notamment, pour le positionner sur Bitcoin. Il a fallu faire des ajustements de code et ce genre de choses parce que on ne parle pas à la même machine de la même manière, mais l'objectif était le même, qu'on n'ait plus besoin de se parler sur un serveur ou sur WhatsApp pour échanger un token.
pouvoir le faire de manière décentralisée. En termes de frais, ça permettait aussi de pouvoir rémunérer les personnes qui apportent de la liquidité. Ça a généré depuis quelques temps 500 000 $ en moyenne par jour d'échanges et ça rassemble plus de 2000 utilisateurs sur Bitcoin. C'est quelque chose qu'on attendait pas du tout. La DeFi sur Bitcoin, ça restait une chimère et certains l'évoquaient en rigolant. Finalement, elle est là et on a même un échange décentralisé qui s'appelle Trustless Market désormais sur Bitcoin et qui épouse les traits de Uniswap sur Ethereum. Et Jonathan va réagir parce que pour vous, Jonathan, on le disait tout à l'heure, Bitcoin c'est le Graal, un truc fondamental, clairement, et contrairement par exemple au NFT ou à Ethereum ou la finance décentralisée. Sauf que là, on voit que la blockchain Bitcoin est en train de s'ouvrir peu à peu. Il y a Uniswap dont nous parlait à l'instant Valentin, et la mode des NFT aussi qui déferle sur Bitcoin avec l'émergence du protocole Ordinals ou encore BRC20. Maximaliste que vous êtes, est-ce que ça vous chagrine de voir la blockchain Bitcoin prêter ainsi le flanc à la mode ? Alors, déjà merci pour cette question Guillaume, et sachez que Satoshi Nakamoto lui-même, dans le Genesis block, avait déjà inscrit des données dans le premier bloc, et rappelez-vous, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il y avait justement cette image de la une du London Times qui était justement attachée à ce premier bloc. Donc finalement, c'est pas vraiment une nouveauté. Et effectivement, on peut aussi reparler de la première transaction Bitcoin, parce qu'effectivement, en travaillant un peu sur cette chronique, je me suis rendu compte que la première transaction, comme on peut penser, en tout cas la communauté pense que la première transaction, c'était ces fameuses pizzas. D'ailleurs, le Pizza Day, c'est le 22 mai. Et en fait, j'ai creusé et il se trouve que finalement, la première transaction aurait été justement un wallpaper, justement une image qui aurait été justement vendue quelques semaines avant ces fameuses pizzas. Donc tout ça pour dire que finalement... Qu'il y a eu un péché originel, quoi. Voilà. Le verre était dans le fruit dès le départ. Tout ça pour dire que les inscriptions de data dans la blockchain Bitcoin, c'est quelque chose qui existe déjà. On a le protocole Open Timestamp qui le fait. Donc c'est pas vraiment une nouveauté. Là, la nouveauté, elle a été mise en exergue par la mise à jour Taproot, donc de novembre 2021, qui a été complétée par celle de Segwit de 2017, qui a justement permis d'augmenter la capacité des blocs à 4 mégaoctets. Et effectivement, il y a des petits génies de l'informatique. D'ailleurs, je ne me rappelle plus exactement du nom de cette personne, mais qui a créé du coup ce protocole Ordinals, qui a permis justement derrière de créer ces fameux tokens BRC20, où là, l'idée, c'est tout simplement d'inscrire justement des images, des vidéos dans un Satoshi. Donc un Satoshi, c'est l'unité la plus petite du Bitcoin. Et effectivement, on a vu en fait des conséquences par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que moi, en tant que bitcoiner maximaliste, alors effectivement, c'est un petit peu une caricature à chaque fois que vous m'appeliez comme ça, mais c'est pas grave, je l'accepte. Moi, je pense que c'est plutôt un phénomène de mode, même si, justement, encore une fois, sur la blockchain Bitcoin, on a des layers 2, comme RGB ou Taro, qui me semblent être des protocoles plus adaptés pour ce type de cas d'usage. Et je le rappellerai toujours sur ce plateau, mon cher Guillaume, l'utilité de Bitcoin, elle est simple. C'est d'être un moyen d'épargne pour conserver de la valeur dans le temps, et c'est d'être un moyen d'échange pour justement utiliser Bitcoin comme une monnaie. Et dès qu'on sort un peu de cette utilité, Bitcoin pour moi a moins de sens, mais de toute façon ce n'est pas moi qui vais décider, c'est le marché. Et comme Valentin l'a dit, s'il y a aujourd'hui des échanges qui se créent sur des plateformes, parce qu'il n'y a pas effectivement que des plateformes décentralisées, je crois qu'il y a des plateformes centralisées qui justement ont créé justement des échanges entre tokens BRC20. Ouais. Donc cette mode, pour moi, va encore durer quelques mois, mais devrait s'estomper dans les prochains mois, parce que l'utilité justement de Bitcoin, Layer 1, pas celle-ci. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Ah bah si, parce que justement, après, il y a des conséquences justement sur les frais de minage. Ah d'accord. Qu'on voit d'ailleurs beaucoup augmenter en ce moment, à un point qu'on avait rarement, voire jamais vu, la hausse des frais de minage sur Bitcoin. C'est une nouvelle donne importante, ça change les rapports de force. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la hausse des frais de minage ? Alors effectivement, la conséquence de cette mode des BRC20 fait que du coup les utilisateurs veulent à tout prix faire passer leurs transactions, et c'est là où on va reparler un peu des frais de minage et du concept de la mempool. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un peu l'analogie du bus où vous devez payer votre ticket de bus, et plus vous allez payer cher ce ticket de bus, plus vous avez des chances de rentrer dans le bus. Et en fait pour la blockchain Bitcoin c'est un peu pareil. Et là, avec justement cette mode des tokens BRC20, on a vu justement les frais
de la blockchain Bitcoin augmenté considérablement. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est la première fois depuis 2017 que la récompense du coup des blocs qui est de 6,25 aujourd'hui, je le rappelle, c'est la première fois depuis donc 2017 que les frais de minage ont dépassé la récompense liée au mining de Bitcoin. Les frais de transaction ont dépassé effectivement les block rewards de Bitcoin plutôt. Pardon, oui, excuse-moi, c'est l'inverse. Frais de transaction. Ouais. Donc c'est 6,7 du coup de frais de transaction contre 6,25 pour la récompense des blocs. Et du coup, qui profite de ça? Qui en pâtit? Enfin, quels sont les Alors qui en profite? J'ai envie de dire, un petit clin d'œil à notre ami Sébastien Gouspillou que vous recevez régulièrement sur ce plateau. Donc effectivement, les mineurs aujourd'hui sont très contents parce qu'ils gagnent plus d'argent. En revanche, effectivement, les plateformes, que ce soit des plateformes comme Stackinsat d'ailleurs, mais comme d'autres plateformes comme Kraken ou Binance ou d'autres plateformes, donc des plateformes d'échange, elles, en fait, les conséquences sont directes. Par exemple, Binance, le 8 mai, a dû interrompre les retraits Bitcoin pendant plus de 12 heures d'affilée. Donc là, on voit des conséquences business réelles, finalement, de ce phénomène de mode des BRC20. Et d'ailleurs, Kraken a été l'un des premiers à augmenter ses frais. Donc, ils ont augmenté les frais de retrait passant de 1000 Satoshi à 20 000 Satoshi. Donc, ils ont multiplié par 20 leurs frais. Et des plateformes comme Binance, KuCoin ou Huobi, elles, sont à 100 000 Satoshi, ce qui représente quand même $27 aujourd'hui au cours actuel. Et là, considérable. Vous parlez de tous vos petits copains, vos concurrents. Stackinsat, du coup, vous augmentez aussi vos frais pour vous adapter, les frais de retrait, par exemple? Alors, merci pour cette question. En tout cas, c'est gratuit. Pour le coup, c'est gratuit. Oui, c'est gentil. Donc effectivement, nous, Stackinsat, on a une spécificité, c'est que depuis le premier jour, on fait ce qu'on appelle du batching de transactions, donc des achats groupés, où en fait, en une transaction, on va pouvoir livrer plusieurs centaines de clients simultanément, ce qui fait qu'on mutualise les frais. Et donc, au pic justement de ces frais de transaction très élevés, on a payé par client 3000 Satoshi, ce qui est quand même ridicule. Et depuis début mai, on est à en moyenne 1000 Satoshi de frais de livraison, de frais de retrait. Et je rappelle que Kraken aujourd'hui est à 20 000 et que Binance est à 100 000. Donc effectivement, nous, on profite finalement de notre système d'information qu'on a conçu dès l'origine de cette façon-là pour justement mutualiser les frais et du coup ne pas faire pâtir nos clients de l'augmentation des frais de la blockchain Bitcoin. Bon, voilà cet écosystème qui doit évoluer avec la hausse des frais, effectivement, qui atteignent des records. On est d'accord sur Bitcoin. Jamais on n'avait vu des niveaux de frais aussi élevés. Alors, depuis 2017. Depuis 2017, et c'est la première fois depuis 2017 que les frais sont plus élevés que les récompenses de blocs. C'est ce que vous nous disiez également. Bon, vous êtes un... Alors, non, je vais arrêter de le répéter. J'allais dire vous êtes un Bitcoin maximaliste, mais je vais arrêter de vous ranger dans un tiroir comme ça. Faut que j'arrête comme ça les catégorisations. Enfin voilà, vous êtes quand même un vrai fan du Bitcoin et plutôt punk quand même. La liberté pour vous c'est très important et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes venu vers cet écosystème des cryptos, les libertés individuelles. Évidemment, c'est une thématique importante partout, mais dans les émergents, conquérir de nouvelles libertés individuelles, c'est encore plus important, peut-être même vital pour certains habitants dans certains pays. Vous nous parlez donc d'un projet qui pourrait faire franchir une étape importante pour l'amélioration des libertés. Alors oui, effectivement, et ça je vais parler en fait d'un homme, d'un CEO qui s'appelle Ray Youssef. Donc c'était le CEO d'une plateforme qui s'appelle Paxful. Donc Paxful a connu un certain nombre de déboires. Donc Paxful c'est une société qui permet des échanges en pair à pair de Bitcoin, donc une sorte de place de marché, un peu un Amazon du Bitcoin. J'ai oublié de vous préciser que vous aviez 45 secondes, pardon. D'accord. Voilà. Merci Guillaume. Et donc en fait cette personne a décidé justement suite au déboire de sa société Paxful de créer en fait un nouveau projet qui s'appelle SafeKit. Et d'ailleurs il a créé ce projet avec Jack Dorsey. Donc à travers sa société TBB et donc ce projet s'appelle donc SafeKit et il utilise le protocole Nostr. Donc Nostr c'est bien connu des bitcoiners parce que c'est un réseau de partage de données décentralisé et qui résiste à la censure. C'est un petit peu comme Bitcoin parce que vous avez une clé publique qui va vous permettre de vous identifier, mais une clé privée qui va vous permettre de contrôler votre compte. Et là l'idée de SafeKit c'est justement de se baser sur Nostr pour justement proposer cette plateforme d'échange
décentralisé en pair à pair à travers du coup le protocole. Et le boss Lustre. sera chez vous à Biarritz à Surfing Bitcoin, c'est ça? Et voilà, donc je suis oui. très heureux de vous annoncer ça. Hein. Donc, ça pour ça. Tout ça Ray pour ça. Youssef sera présent à Surfing Bitcoin les 23, 24 et 25 août à Biarritz. Et on est très fiers de savoir qu'il va nous présenter ce projet SIFKit. Donc du coup, fin août à Biarritz. Jonathan Ascovici, directeur général de Stackinsat, vous y serez aussi Valentin Demey, Surfing Tout à fait. Bitcoin, toujours pour surfer avec tous vos amis des cryptos. Cryptos régulièrement à nos côtés. Merci Valentin, merci à Guillaume. Laurent Pignot aussi qui nous accompagnait depuis Zone Bourse.